Rebonjour à tous. Eh bien, re-bienvenue cet après-midi pour la deuxième partie du cycle SEO technique. On a la chance de démarrer cet après-midi avec Vincent Terrazi, qui va nous parler d'un sujet qui est sujet très tendance, on l'a évoqué hier d'ailleurs, qui est la génération de contenu. Et je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Je précise que j'ai adoré sa formation. Voilà, donc je pense que vous allez vous régaler pendant 40 minutes. À toi Vincent. Enchanté. Donc ça va être une conférence interactive. Je vais vous poser pas mal de questions. Donc regardez bien à côté de qui vous allez être assis, ça va être très important pour la suite. Je me présente, donc je m'appelle Vincent Terrazi, j'ai une double casquette. Donc je suis à la fois directeur produit de chez OnCrawl. Je pense que la majorité d'entre vous connaît OnCrawl, qui est une plateforme SEO. Et j'ai aussi cette double casquette, comme tu l'as gentiment rappelé, d'être formateur en data science. Donc je prends des concepts qui peuvent paraître compliqués, je les vulgarise au maximum et je les rends accessibles à travers des vidéos qui sont accessibles sur le site Data Marketing Lab. Aujourd'hui, on va parler bien sûr OnCrawl, c'est-à-dire je vais vous montrer ce qu'on fait. C'est-à-dire nous on a deux produits maintenant, on a OnCrawl Insight qui est notre crawler et notre analyseur de log et notre plateforme SEO. Mais on a aussi toute une partie qui est un peu cachée, qui est moins connue, c'est ce qu'on appelle OnCrawl Genius. Donc là, on teste, on fait énormément de POC. Donc on a trois énormes POC en cours, c'est un générateur de maillage interne, la génération de contenu qu'on va voir aujourd'hui, et aussi la détection des facteurs de ranking. Donc ça c'est mon quotidien. Aujourd'hui, on va faire un énorme focus sur la génération de contenu. Et je vous invite tous à lire ou à vous intéresser à ce livre-là, qui a été écrit dans les années 1950 par Isaac Asimov. Il a inventé ce qu'on appelle le concept de robot. Et le concept de robot, il a été inspiré par les fondateurs de l'intelligence artificielle, John McCarthy et Alan Turing. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Et lui, il est vraiment parti dans une démarche où il a été très 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 loin, où les machines peuvent faire vraiment des choses aussi avancées que les êtres humains. Et il a fixé, ça va être notre guide pour cet après-midi, les trois lois de la robotique. Alors, qui connaît les trois lois de la robotique? Est-ce que vous avez déjà vu, entendu parler? Donc, je vois quelques mains qui se lèvent. Je vais expliquer simplement et on va faire une démo de comment ça marche. La première loi, elle dit un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain. Donc ça, ok, on dit c'est pratique, on se protège. La deuxième, elle dit un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf s'ils sont en contre-indication sur la première loi. Et la dernière loi, elle dit le robot, tu dois te protéger, sauf si c'est en contre-indication avec la loi 1 et la loi 2. Où c'est génial, c'est que là, on peut faire une démo. La démo, c'est vous dites, mince, mon voisin, c'est peut-être un robot, il y a peut-être l'apparence d'un robot. Et pour savoir si votre voisin ou votre voisine, c'est pas un robot, et vous allez tout simplement lui demander de vous donner une gifle. Et s'il dit « je peux pas », c'est que c'est un robot. Ou alors c'est peut-être un humain sympathique. Vous voyez, là, c'est tout de suite une mise en application. Donc faites-le pas tout de suite, sinon ça va être un carnage. Mais ça permet de vérifier. Vous dites « j'ai vérifié les lois de la robotique ». Bon, j'ai vu 2 gifs partir, mais on voit qu'on est avec des... Alors, ça, c'est pas un mythe. Ça, vous voyez, là, il y a un petit ami qui s'appelle Elon Musk qui a dit on va sortir le Tesla Bot. Et le Tesla Bot, alors il s'est un peu emballé, il a dit ça sera disponible en 2022. Ça veut dire que si vous avez envie d'un robot qui fasse toutes les tâches, alors il a mis exactement construit par les humains pour les humains, et il a dit toutes les tâches ennuyeuses. Donc si vous voulez plus faire le repassage, si vous voulez plus aller vider votre lave-vaisselle, etc. Si vous avez beaucoup d'argent aussi à perdre, ça ne va pas être donné. Ça va pas être le petit robot à 5 000 €. Donc là, c'était mon espace téléshopping. Et je me suis dit, allez, quitte à aller dans téléshopping, on va y aller à fond. Donc là, vous avez toutes les features de ce robot. Et c'est juste pour l'avant-vente pour Elon Musk. Qui a envie d'un robot comme ça chez soi? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah franchement... Elon, il y a peut-être un beau business model. Ah non, mais je ne croyais pas. Moi, honnêtement, ça me ferait peur pour l'instant. Mais ça peut faire gagner du temps. Et aujourd'hui, on se dit, OK, il y a les lois de la robotique, il y a des robots qui arrivent sur le marché, mais nous, ce qui nous intéresse pour le SEO, ce n'est pas le robot en lui-même, ce n'est pas sa forme humanoïde, c'est ce qu'il fait avec son cerveau.
Et on va regarder avec son cerveau jusqu'où il peut aller. Là-dessus, si là, c'est une deuxième blague, vous le savez, les robots ils sont capables de comprendre une langue, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc là, si je dis « Ok Google, donne-moi la météo », et bien souvent il y a quelques téléphones qui se déclenchent. Et il y a aussi l'autre qui consiste à dire « Dis Siri, donne-moi la météo ». Là, il n'y a personne qui se déclenche. Donc, soit vous êtes tous sympas, vous avez tout mis en mode avion, ou soit il ne reconnaît pas ma voix. Donc c'est tout ce que je suis en train de citer là, à l'écran. Parler une langue, comprendre une langue, se déplacer. Vous avez tous vu des robots aspirateurs, vous avez tous vu le robot tondeuse, vous avez peut-être vu la Tesla qui est capable de se promener. Et donc tout ça, on sait que ça marche. Et les robots qui sont capables de résoudre un problème spécifique, eh ben, vous en connaissez plein. Par exemple, DeepMind, AlphaGo, on est capable de faire... les intelligences artificielles sont capables de battre des grands maîtres d'échecs, et très facilement. Maintenant, les maîtres d'échecs, ils n'essayent même plus d'affronter les robots. Souvent, celui qui a le champion du monde de Go, qui a rejoué contre DeepMind, il a dit « j'ai l'impression de jouer contre un dieu ». Parce que ça, les machines, leur faire copier des tâches de façon parfaite, c'est hyper facile. Et moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse pour les SEO. Ce qui m'intéresse, c'est résoudre des problèmes nouveaux. C'est-à-dire que même nous, on n'a pas la solution. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On a une idée, mais on ne sait pas comment on va la tacler. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'on a développé des intelligences artificielles qui sont capables de résoudre des problèmes nouveaux. Et c'est vrai que sur un site, on va se dire « Ah, mais comment je vais faire pour ajouter ce type de contenu? Comment je vais le faire pour… J'entendais hier sur les conférences Black Hat, quand il faut faire 15 000 fois le même texte autour d'un clou, c'est ultra laborieux pour un humain, mais peut-être que le robot, il va savoir le faire. Et il va savoir faire tourner des textes intelligents, utiles et uniques. Et ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ces modèles titanesques, ça s'appelle des AGI. Est-ce que dans la salle, il y en a qui en ont déjà entendu parler? Parce que maintenant, il y en a plein. Donc, je vois quelques mains qui... Ça veut dire Artificial General Intelligence. Et c'est hyper important. Parce qu'il faut savoir que tout le monde parle de GPT-3. Dans ma conférence, je n'ai pas voulu mettre dans le titre GPT-3. Maintenant, ici, vous allez vous rendre compte que GPT-3, c'est pour les Américains, c'est OpenAI. Mais il y en existe plein d'autres. C'est en train de se démocratiser. En fait, ces modèles titanesques, ils vont être partout. On va les retrouver après dans les logiciels SEO, on va les retrouver dans nos smartphones, etc. C'est jusque-là, ça demande des espaces de stockage gigantesques, et donc on les interroge avec des API. Mais vous voyez, Turing LLG, il y a des équivalents chinois, sud-coréens, il y a Israël qui a lancé Jurassic 1, qui marche peut-être même encore mieux que GPT-3 sur de l'anglais. Et il y a même un modèle européen. Donc le modèle européen, je n'ai pas pu encore le tester, mais ça se démocratise et tout le monde, ce que je vais vous montrer juste après, tout le monde va l'utiliser. Bien sûr, il y a aussi des équivalents open source. Alors ce qu'on doit se dire, quand on s'amuse avec ce genre de modèle, ça, vous le voyez dans toutes les confs, ça vous dit, il existe plein de modèles, donc là j'ai pris que les modèles GPT différents, et il y a de plus en plus de paramètres. Et les gens, ils pensent, à tort, que plus on va avoir de paramètres, plus le robot il va comprendre, ou l'IA, des concepts avancés, et plus elle va être efficace. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que nous, on s'amusait à réentraîner des modèles avec 6 milliards de paramètres. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre de paramètres. Ça, il faut bien le savoir. Ce qui fait la différence, c'est comment on entraîne le modèle et sur quel type de données. Et quand vous voyez ça, donc là, on sait qu'il y a un GPT-4 qui arrive avec 1000 milliards de paramètres. Et ben, le plus important, c'est de regarder l'écran suivant, c'est les données. Et sur les données, ils communiquent très 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 peu. Donc quand on regarde les données, on va comprendre où l'IA est douée. Donc par exemple, là, GPT-3, ils ont pris Common Crawl. Donc Common Crawl, si vous ne connaissez pas, c'est Web Archive. Donc c'est les archives du web entre 2016 et 2019. Et donc GPT-3, c'est une quiche pour tout ce qui s'est passé après 2019. Donc ceux qui s'amusent à lui demander ou à le tester sur l'après 2019, le modèle n'a pas été entraîné pour. Il y a aussi, ce qui est hyper intéressant sur ce graphe, c'est qu'ils ont pris des données scrappées, donc qui viennent de forums Reddit. Donc ça, c'est un héritage de GPT-2. Et vous voyez,
vous allez me dire, mais comment GPT-3 il a appris le français? Eh bien, ça vient de ce qu'on appelle le Book 2. C'est-à-dire, ils ont pris des livres en français. Donc, en fait, GPT-3 a appris le français avec des livres tombés dans le domaine de l'open source, comme Victor Hugo. Tout ce qui datait, donc il sait parler le vieux français, ils lui ont mis des livres récents, etc., etc. Et moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les modèles open source. Parce que les modèles open source, c'est tout le contraire. Ils communiquent beaucoup plus. Et vous voyez, les modèles open source, ils s'appuient sur ce modèle de données. Donc dessus, c'est pas très connu, mais on retrouve absolument tout. Ça veut dire, ils ont pris du droit américain, tout ce qu'il y avait sur GitHub. Ils ont pris tous les sous-titres de nos séries préférées. Donc, si vous voulez demander à des modèles open source quelle est la meilleure série avec un personnage qui démarre avec une cicatrice et qui finit super sorcier, eh ben, il va savoir répondre. Parce qu'ils l'ont entraîné avec les sous-titres, en fait. Ils l'ont entraîné avec les trames de série. Ils l'ont entraîné avec beaucoup de choses. Et ça, c'est ça qui fait la différence sur la qualité d'un modèle. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir moins de paramètres et de le réentraîner sur ses propres données, si vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de préjugés. Alors là, j'ai besoin de vous. Qui pense, alors on va aller très très vite, qui pense que cette affirmation-là est vraie? C'est cher d'utiliser ce type d'IA. Est-ce que quelqu'un dit vrai? Ok, levez la main. C'est cher? D'accord, parfait. Donc, faux. En fait, c'est vraiment ultra accessible. Je me suis amusé à calculer le prix au caractère. On est sur du 0,0006 $ le caractère. C'est ultra accessible, ça rentre, je pense, dans tous les budgets. Et ça, c'était une volonté de rendre accessibles ces modèles titanesques, qu'on appelle les AGI. Allez, on fait un deuxième préjugé. Qui pense que c'est compliqué à utiliser? Si c'est vrai, levez la main. D'accord? Donc là, je vois une dizaine de personnes, et ben, je vais vous dire encore la vérité, c'est faux, c'est hyper simple à utiliser. Il y a des interfaces utilisateurs, il y a des formations gratuites et payantes, il y a énormément de documentation, et il faut savoir que là, j'ai arrêté de compter à 100 startups qui se sont branchées sur ce type de modèle pour aider sur la génération de contenu. 100 startups aujourd'hui, je pense que d'ici l'année prochaine, on sera à plus de 1000 startups qui s'amusent avec ce type d'IA. Ça, c'est l'autoroute pour le futur dans la génération de contenu. La prochaine question est plus compliquée. Qui pense que ça fonctionne mal dans certains cas? Ok, donc là il y a largement plus de la moitié. Donc je vais partir du principe que je vous ai piégé parce que c'est à la fois vrai et faux. Dans certains cas, j'adore ce qu'on m'a donné, on demande à GPT-3 d'écrire une page sur Plombier Paris. Soit il fait une biographie d'un plombier à Paris, soit il invente un listing, soit il crée une histoire d'un plombier qui parle avec un client, il en est incapable. Et en fait, pour contrer ça, il faut lui donner des directives beaucoup plus précises. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que c'est un outil magique. Il faut se dire, ok, si c'était un humain, qu'est-ce que je lui donne comme cahier des charges? Comment je lui raconte l'histoire? Et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, ça peut fonctionner très 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 mal, mais on peut le guider. Encore un pour Google peut détecter des textes générés. Et là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Alors, vrai ou faux? Ceux qui disent vrai, on lève la main. Ah! Pour répondre à cette question-là, où il n'y a pas d'accord, je me suis basé sur Hugging Face. Hugging Face, ils ont fait ce qu'on appelle un détecteur de fake news. Et ils l'ont basé sur GPT-2. Le détecteur de fake news, il fonctionne très très bien. Parce que ce qui se passe sur des textes générés, vous avez la probabilité d'apparition des mots qui est très similaire. Et donc, on est capable, et moi j'étais plus loin pour répondre à cette question-là, on est capable de détecter la mauvaise qualité. Et il faut savoir que si le texte généré il est de mauvaise qualité, eh bien vous allez avoir des répétitions et vous allez voir encore pire, de l'incohérence. De l'incohérence. Et c'est ça qui détecte. Donc ce n'est pas une histoire de est-ce que le texte a été généré par un humain ou par une machine, mais c'est si vous générez 10 000 textes
et que vous allez en relire aucun, et que sur ces 10 000 textes, il y a des erreurs d'incohérence temporelle, spatiale. Par exemple, s'il vous dit que Paris, c'est aux États-Unis, ça va être très, très, très facile à Google de comprendre que ça a été généré par des machines. Il faut savoir qu'il y a énormément de pièges pour le SEO à utiliser ce type de technique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai fait une formation, et donc j'ai eu les retours de tous les élèves qui sont tombés dans ces pièges-là. Et je vais vous les partager sur ce qui marche et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le premier piège, c'est que, comme je vous ai dit là sur l'histoire du plombier à Paris, il a besoin de directives ultra précises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire « génère-moi des pages sur plombier Paris », ça ne fonctionnera jamais. Par contre, on est capable de lui dire, on lui donne un listing, recrée-moi un listing réaliste en t'appuyant sur des plombiers qui existent réellement. Ça peut fonctionner. Et on peut aller très très loin, c'est-à-dire qu'on est capable de lui donner une trame spécifique. Quand on veut générer des textes longs, on lui montre que c'est une introduction, on écrit une introduction. On lui montre que c'est des arguments, on détaille chacun des arguments. Et après, on écrit une conclusion. Il va comprendre la longueur du texte, et après, il est capable de générer des textes longs. The Guardian a été très loin, il n'y a aucune limite dans la longueur du contenu. Je vous ai préparé une démo juste après, mais j'aurais pu faire 10 à 15 fois plus long. Il n'y a pas de limite dans la longueur du contenu. Et on est capable de le réentraîner sans cesse si on a besoin d'encore plus de longueur. Donc ça, c'est le premier piège. La trame est une des directives précises. Le second, mais il ne gère pas du tout le duplicate content. Ça veut dire vous pouvez générer un texte qui est déjà sur Internet parce qu'il a tout simplement recraché ce qu'il avait vu et ce qu'il avait appris. Donc il faut faire hyper attention avec ce type de techno d'avoir des copyscape, où j'ai vu dans d'autres conférences des équivalents, pour vérifier que le texte n'existe pas. Et si le texte existe, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton, on en régénère un nouveau, on recontrôle. Et nous, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, au bout de 2-3 générations, on est quasiment certain d'avoir un texte unique. Donc ça, c'est... Embêtez-vous pas à aller corriger des textes, ça coûte quelques centimes d'euros, c'est beaucoup plus facile de les régénérer. Ensuite, il ne contrôle pas du tout si c'est optimisé pour le SEO. En fait, on lui aurait donné que des textes SEO. Il aurait été capable de se dire « je sais créer des textes SEO ». Mais là, on l'a entraîné sur le web, où on peut écrire tout et n'importe quoi, de n'importe quelle façon. Donc, où c'est intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur plein d'outils pour vérifier ce qui a été produit. Et les outils, là, voilà, j'ai écrit yourtext.guru, one.fr, SEO Quantum, etc. Il y en existe plein d'autres. Vous prenez votre préféré, mais il faut contrôler ce qui est produit. Et comme vous faites peut-être déjà avec des équipes de rédaction. Vous créez des contenus, vous vérifiez, vous avez un score de pertinence SEO, etc., etc. Il invente des données. Et ça, c'est pourquoi? Comme on ne veut pas être détecté par Google, on a tendance à le mettre sur très créatif. Et pour éviter, qu'est-ce qui se passe quand on est très créatif? C'est qu'il peut dire, voilà, François Hollande est encore président de la France. Il a inventé une donnée. Donc ça, vous pouvez dire que ce soit pour les visiteurs, etc., ça ne va pas fonctionner. Donc on a des moyens de contrôle, où vous avez, nous on l'utilise aussi pas mal pour générer des fiches produits. On a des caractéristiques. Si à la fin, dans le texte généré, on n'a pas les mêmes caractéristiques, qu'est-ce qu'on fait? On régénère jusqu'au moment où on a les bonnes caractéristiques. Donc là, vous voyez, il y a différents pièges, on peut tous les tacler, et quand on fait ça, on arrive sur des qualités extrêmes. Moi, j'ai créé des faux sites pour m'amuser avec GPT-3 et compagnie. C'est assez facile de générer 10 000 contenus avec, vous allez voir comment on fait, les bons mots-clés SEO pour ranker rapidement. Alors, les enjeux, c'est là où ça va être la partie la plus intéressante. Avec les modèles gratuits, donc là, Nicolas, il en a très bien parlé hier, on peut faire beaucoup de choses. Extraction de concepts, extraction de questions, répondre à des questions, création de textes courts. Où c'est génial, c'est que ça, c'est open source. Ça veut dire que ça vous coûtera 0 €. Donc si vous voulez vous amuser à faire ça, c'est-à-dire vous avez un prompt, vous mettez un texte, vous posez une question, et il vous met la réponse juste en dessous. Je lui dis où a lieu SearchWhy. C'est un événement international
sûrement qui se déroule en France. Des fois, c'est amusant, c'est que la réponse n'est même pas dans le texte que je lui fournis. En fait, les modèles open source, ils sont sur des données beaucoup plus récentes que GPT-3, et donc ils sont très 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 bons pour répondre sur ce que moi j'appelle le contenu chaud, c'est-à-dire l'actualité du moment. On peut aller encore plus loin. Ça, c'est ce qu'on utilise pour générer des encres. C'est-à-dire qu'on va lui donner plein d'exemples. On va lui dire, tu as une métadescription, tu as une URL. Moi, ce que j'attends, c'est cette encre-là. Je trouve qu'elle a une pertinence. Et où c'est génial, c'est que là, je vais lui donner un exemple complètement farfelu. Je lui donne l'île des machines, magasin spécialisé, découvrir l'île des machines et gagner OnCross Genius, donc un truc qui n'a rien à voir. Et je m'amuse dans l'URL à mettre site.com, station de ski, Searchway, commerce, etc., l'île des machines. Et moi, ce que je m'attends, c'est qu'il sorte l'île des machines. Donc là, je génère l'encre et il me dit, dans 99,9% des cas, il génère l'île des machines. Donc on est sur un modèle gratuit qui marche à la perfection pour générer des encres. On va monter d'un cran, on va essayer de voir des exemples encore plus avancés, avec les modèles payants. Donc l'avantage des modèles payants, c'est qu'ils maîtrisent très bien toutes les langues. Là, on a pu le tester en espagnol, en russe, en portugais, etc. Et quand vous allez vouloir faire du contenu spécifique, c'est facile, il a crawlé ces pages-là, il connaît la trame. Donc si vous voulez faire des recettes de cuisine, des articles sur la météo, des horoscopes, des faits divers, des poèmes, il sait déjà faire. Donc là, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'exemples. Hier, ils ont sorti ce qu'on appelle des résumés textes sophistiqués. Ça veut dire que tous ces AGI savaient faire des résumés de textes sophistiqués. Hier, ils ont sorti un nouveau système où ils ont donné Alice au pays des merveilles. Ils ont réussi à demander à la machine de résumer chacun des chapitres et à partir de chacun des chapitres, de faire des résumés. Et donc, là, on frise la perfection en résumé de texte. Donc ça, c'est une techno qui est sortie hier. Où c'est intéressant, c'est que GPT-3, ou tous ces modèles, ils sont capables de paraphraser. Moi, j'adore prendre un exemple d'un de mes élèves, c'est qu'on est capable de prendre, voilà, vous prenez un site qui vend un produit pour les adultes, vous allez pouvoir, avec GPT-3, recréer ce site pour les enfants ou les personnes âgées. Et des fois, l'avantage, c'est que c'est le même produit. C'est juste les descriptions qui vont être optimisées et qui vont changer. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. Et ce que je voulais vous montrer, là, si j'ai encore un petit peu de temps, c'est les textes longs. Donc ça, c'est des textes qui viennent d'un e-commerçant très connu, où qu'est-ce qu'on fait? On le fait en plusieurs étapes. On lui donne une thématique et on lui dit la description qu'on veut. Donc ça vient du site, ça a été scrappé. On est d'accord? Vous voyez, c'est facile à utiliser. Par exemple, sur appareil photo, je vais lui dire les mots-clés que je veux que tu utilises, c'est Canon, Sony, Panasonic, Nikon, Kodak, etc. Et le texte, c'est du call to action. Donc c'est un texte hyper incitatif. Donc immortalisez vos plus beaux souvenirs avec l'un des appareils photo en stock, Et je vais vous montrer, avec très peu de configuration, ce qu'il arrive à faire. Donc là, on appuie sur un bouton, c'est Submit, on fait quelques réglages. Et j'ai repris le modèle de Nicolas d'hier, je le trouvais génial pour lire, parce que sinon c'est assez pénible pour les yeux. Là, je ne vais pas donner de mots-clés. Donc comme un grand, GPT-3, il a compris, ok, je dois utiliser Nintendo, Sony, Microsoft, Xbox, PlayStation. Ça a été généré. Et en dessous, il a généré un texte plus ou moins long que vous avez peut-être le temps de lire. Nous vous proposons une large gamme de consoles de jeux afin que vous puissiez choisir celle qui répondra le mieux à vos attentes. Laissez-vous tenter, etc., etc. Je suis d'accord, il faut faire de la relecture. Le texte n'est pas parfait, mais il y a le mérite. Vous savez en combien de temps il l'a généré, ça? Il met environ 10 secondes pour générer ce type de texte. Et nous, on veut faire beaucoup mieux. On va aller beaucoup plus loin. Donc c'est quoi la prochaine étape? On me l'a soufflé. On prend yourtext.guru, on écrit console de jeu, et une fois qu'on a récupéré les top terms, les entités nommées, donc là vous allez voir un exemple trivial, mais on peut faire des choses ultra avancées avec des trames complètes en lui disant tu dois utiliser tant de fois ce mot-là, etc. Donc là, vous voyez les top terms, jeux, console, Nintendo Switch, Sony, Microsoft, Sega. On lui donne,
Donc là c'est en gras, parce que ça c'est ce que je lui donne en fait. Jeux, consoles, vidéo, Nintendo, Sony, Microsoft, et il génère le texte. Et pour que ce soit plus facile à lire pour vous, vous allez voir, il a repris en moins de 10 secondes l'intégralité des mots, et il est resté encore sur un texte très incitatif. Alors, il y a quand même des trucs qui peuvent faire peur dans le texte qui méritent relecture, mais il y a 80, et je les ai laissés exprès, il y a 95% de ce texte qu'on peut conserver. Mais là, je voulais vous montrer des exemples rapides, c'est des copier-coller. Vous allez adorer notre gamme de consoles, que ce soit pour les consoles Nintendo, Sony, Microsoft ou Sega, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est du texte généré. Et où c'est assez marrant, c'est qu'on lui avait demandé de parler Mario Kart, et il a rajouté Zelda, parce qu'il a compris la correspondance entre les deux. Donc ça s'utilise très très facilement. Et malheureusement, il y a un problème. Parce que, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Pourquoi là, il peut avoir un problème? Je vais vous donner des indices. C'est que on ne peut pas entraîner les AGI sur tous les types de textes qui existent dans le monde. Donc là, on est sur un discours commercial, c'est possible. Et j'ai un élève, il est arrivé, il a dit, moi, je veux générer des descriptions de fiches de tomates pour les vendre. Et dans les fiches de tomates, il y a un vocabulaire spécifique qui s'appelle le port, c'est la hauteur du plant de tomate, c'est pas le port où il y a les bateaux, le calibre de la tomate. Et là, l'AGI m'est pédalé dans la semoule, complètement, incapable de générer la moindre description. Et ce qui s'est passé, c'est que les équipes de OpenAI, ils ont travaillé dessus et ils ont donné la capacité de réentraîner le modèle. Et là, on obtient des résultats extraordinaires. Extraordinaires parce qu'on va lui donner entre 20 à 100 exemples, il va apprendre de ces exemples et vous allez avoir un modèle dédié pour créer des descriptions de fiches de tomates dans l'intention de le vendre. Et ça, c'est génial parce que vous allez faire une fois l'effort. Donc, comment ça marche? Là, vous avez un code pour vous amuser avec, pour le tester, mais bon, il faut connaître le Python. Mais je vous explique en 2 mots comment ça marche. En gros, vous écrivez le prompt et vous lui mettez le texte associé. Et comme ça, par correspondance, il va apprendre de comment on fait pour générer des descriptions de tomates. Où c'est génial, c'est que là, on était sur le vocabulaire spécifique. Nous, on a travaillé avec des très gros e-commerçants. Ils nous ont dit « Ah non, 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 nous, c'est ce qu'ils appellent le tone of voice. » C'est-à-dire qu'il y a des mots, on ne veut pas les utiliser. On ne veut pas utiliser le mot low cost. On ne veut pas utiliser voilà, pas cher, etc. Et ça, en réentraînant le modèle, on est capable de lui apprendre et qu'il respecte parfaitement le tone of voice. Donc ça, c'est assez sidérant. Il y a eu un bonus qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps, et ça va énormément intéresser la communauté SEO, c'est que maintenant, il a la capacité de générer du code. Donc pour tous ceux qui détestent coder, moi je vais vous dire, je connais le Python, le R, etc. J'en fais quasiment tous les jours. J'adore ce type de techno parce que vous allez lui dire, tu vas sur le site, tu récupères un fichier de log de la NASA, tu me regroupes les données et je veux voir le nombre d'URL parcourus par jour. Vous appuyez sur un bouton, il génère le code et après il n'y a plus qu'à l'exécuter. J'ai testé énormément de combinaisons et honnêtement, c'est ultra bluffant. C'est ultra bluffant. Je n'ai pas trouvé à l'heure d'aujourd'hui quelque chose qui ne s'est pas généré d'un point de vue code ad hoc. C'est-à-dire que si vous voulez faire du code de production, tous ceux qui disent oh, les développeurs ils vont disparaître, c'est complètement faux et ça n'arrivera jamais. Parce que ce qui se passe, c'est que la production, on ne peut pas donner dans GPT-3 toutes les lignes de code qu'on a codées, c'est impossible. On ne peut pas mettre dans GPT-3 toutes nos contraintes techniques ou les contraintes politiques, où il y a quelqu'un qui va dire « Ah non, on ne passera jamais sur cette techno ». Ça, ce n'est pas pour lui. Par contre, si vous voulez aller chercher des données rapidement, eh ben ça, c'est la Rolls-Royce pour vous faire gagner du temps. Et c'est complètement bluffant. Et en plus, là, c'est du Python, mais il est capable de faire du R et tous les langages informatiques sur lesquels il a été entraîné. Donc ça, c'est nouveau et c'est bluffant et ça marche aussi à la perfection. Donc j'essaye de mettre régulièrement des exemples sur mon Twitter. Là, avant-hier, je générais des PowerPoint. Donc je lui disais, voilà, avec cette librairie Python, est-ce que tu peux me générer 10 slides sur la vie de Charlemagne? Et comme un grand,
Il a compris, ok, la vie de Charlemagne, donc il a été cherché, il a découpé en 10, de sa naissance, ses guerres, jusqu'à sa mort, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de design, mais ça, l'habillage, c'est limite, l'étape d'après, c'est la plus facile. Alors, Black Mirror. J'ai parlé de la robotique, et il y a un gros souci avec ce type de techno, et je vais vous l'expliquer, s'il me reste encore du temps. 4 minutes, c'est parfait. GPT-3, il contient toutes les connaissances humaines et tous les équivalents AGI, etc. Avec GPT-3, ils ont mis en fait, sur la génération de code, il empêche de générer des virus. Ils se sont dit, pour la génération de texte, on va éviter de générer des fake news. Ils se sont dit aussi, on va éviter de générer des insultes. Donc il y a plein de petits blocages. Donc dès que vous essayez de faire ce genre de choses, ça bloque. Par contre, sur GPT-3, ils ont bien un gros détail. C'est comme dans Black Mirror. On prend une technologie et on peut la détourner. Si vous demandez à GPT-3 quel est le meilleur poison indétectable à fabriquer avec tel ingrédient, il va vous répondre et il va vous donner la recette parfaite. Si vous demandez à GPT-3 comment je fais pour enlever tout l'oxygène qu'il y a sur Terre, il va vous répondre en s'appuyant sur des articles scientifiques. Et là, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'ai l'impression, encore une fois, on fait des super technos et après on réfléchit à l'éthique. Et ça peut nous créer d'énormes problèmes pour la suite. Parce que là, c'est des accès privés. On se dit, on les met dans des mains bien intentionnées. Mais ça peut tout à fait tomber dans des mains mal intentionnées. Et je trouve que sur ce point de vue-là, ils n'ont pas été bons. Alors, ce que je propose, et on va conclure là-dessus, c'est les 3 lois de l'AGI. C'est-à-dire, je me suis inspiré d'Isaac Asimov, et je me suis dit, si on met ça en place, on aura le meilleur outil possible, et on sera zen pour le futur. C'est-à-dire, une AGI doit comprendre un problème posé par un humain qui n'entre pas en conflit avec l'humanité. S'il y a quelqu'un qui demande comment on enlève l'oxygène sur Terre, on ne doit pas lui répondre. On doit dire c'est en infraction avec la loi numéro 1. S'il y a quelqu'un qui essaie de faire des programmes dans le but de pourrir le web, ben on ne doit pas lui répondre non plus. Vous voyez? On ne doit pas lui répondre. On doit comprendre son intention. Et je le fais exprès de le dire. Après, ça n'a pas été implémenté. Il faut aller encore plus loin. Quand on vous répond, donc vous voyez, je mets une AGI peut demander des précisions pour résoudre la première loi en tenant compte de contraintes de qualité matérielle et temporelle. Ça, c'est hyper important. La réponse, elle doit être complètement différente entre la personne qui est freelance et le grand compte qui a 2000 personnes. En fait, l'IA doit comprendre avec qui il bosse. Et il y en a, d'un point de vue matériel, ils ne peuvent pas réentraîner des IA. Il y en a, ils n'auront jamais accès. Et l'IA, elle doit s'adapter. Temporel, c'est quoi? C'est par exemple se dire, ah ben moi, tu me trouves une solution pour tout de suite. Sinon, mon boss, il ne va pas être content. Mais il y en a d'autres, c'est l'inverse. C'est, non, bah, tu as le temps de chercher. Donne-moi des solutions que je peux déployer sur 1 semaine, 1 mois. Et ça, ces lois-là, ça permet de se protéger. Et enfin, la dernière loi de l'AGI, donc ça j'ai complètement inventé, c'est qu'une AGI doit proposer des solutions dans la mesure où il n'entre pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. Et en mettant en place ce type de mécanisme, on respecte l'éthique, on respecte les personnes et surtout on se protège de toutes les personnes mal intentionnées. Donc ça, ils le font un petit peu à travers leur API. Ils essaient de capturer voilà, tout ce qui peut passer à travers leur IA. Tout le monde ne l'a pas implémenté, mais je trouve qu'on a fait les choses à l'envers. Donc maintenant, on va passer oui, à la question bug. Je suis dans les temps. Que veut dire AGI? Ça va aller très vite. Exactement. Un gagnant ici, merci. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Vincent? C'est loin. J'ai juste une petite question. C'est pas du tout lié à ta conférence, mais est-ce que tu es freelance et tu fais des formations en one-to-one?
Oui, je peux faire des formations. Là, c'est digital, mais j'ai aussi un mode suivi. C'est possible. Mais Est-ce que vous avez des questions sur la conférence? sur la conférence, c'est mieux. Oui, il y a là. Bon, je te laisse choisir. Oui, hello. Quel est pour toi l'outil commercial le plus efficace à ce jour pour la génération de texte et aussi le plus souple? C'est difficile de répondre parce que chaque outil a sa spécialité selon la langue, la volumétrie, etc. Et il y a des outils payants, il y a des outils gratuits. Là, ça va être très difficile de répondre. D'accord. Mais je préfère... Par rapport au... Quel est le temps d'entraînement pour, on dit qu'il faut réentraîner. C'est une excellente question. Là, avec une vingtaine d'exemples, ça a pris environ 15 minutes. Donc c'est long, mais après, ils vont s'améliorer. D'un point de vue infrastructure, c'est juste dément ce qu'ils font. Ils mettent à jour tous les poids dans leur intelligence artificielle et après, ils doivent le stocker. C'est bon. Tout à l'heure, tu as dit que tu pouvais ou tu avais fait 10 000 textes. Et le problème, c'est de les relire un par un. Est-ce que ça veut dire une armée de relecteurs ou est-ce qu'il y a moyen d'automatiser la relecture? Est-ce que c'est un peu l'avenir aussi? Alors, il y a des astuces concernant les données inventées. Il y a des astuces concernant la relecture. Il y a des outils excellentissimes qui s'appellent Docano, qui sont utilisés pour l'annotation de texte et qu'on utilise pour relire très rapidement. Et je pense qu'on ne peut pas se passer de relecteur. C'est impossible. Donc, j'ai été voir des personnes spécialisées dans l'écriture de texte et qui me disaient au minimum, relire, ça prend 10 à 15 minutes. Donc, c'est une très bonne question. On ne peut pas s'affranchir de ça. Et idem, quand GPT-3 génère du code, on a bien... Moi, c'est parce que je suis aussi développeur, mais on va l'exécuter, ça va fonctionner, mais après, faudra faire, si vous voulez le mettre en prod, il faudra le faire relire par un développeur. C'est inimaginable de mettre par copier-coller du code qu'on ne comprend pas. Donc l'humain et la machine, c'est la meilleure combinaison pour augmenter sa productivité. Mais ce n'est pas l'un qui remplace l'autre, c'est les deux ensemble. Est-ce que vous avez encore des questions? On a de la temps pour encore une question. Une? Ouais. Là-bas. T'as pas de chance, c'est aux 4 points. De toute manière, Vincent reste ici pour répondre à vos questions en dehors de la salle si besoin. La question bonus. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait générer des PowerPoint. La presse, c'est une AGI qui l'a faite ou pas? Non, celle-ci non. Mais honnêtement, les prochaines, j'ai vu qu'on peut donner une trame et qu'il est capable de générer. Donc peut-être l'année prochaine, j'irai jusque-là. En tout cas, un énorme merci pour votre attention.